Salut, j'aimerais vous montrer quelque chose. Ça va faire des semaines que je me pose la question de comment je vais bien pouvoir mettre tout ça en forme, alors je me lance parce que de toute façon, d'autres viendront après moi et synthétiseront ces informations avec d'autres. Tout ce que je vais te présenter est vérifiable. Tu trouveras tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. J'insiste sur ce point, toutes les informations sont vérifiables, et je t'invite d'ailleurs à aller tout vérifier par toi-même. Ce qui m'a particulièrement troublé, ce sont les probabilités étonnantes. Vont-elles au-delà du hasard ? Ce sera à toi d'en décider. Mais en ce qui me concerne, j'ai trouvé ça très étrange. Voilà déjà quelques semaines que je faisais des recherches autour des Kennedy, et en particulier sur John Kennedy Jr. Et sur mon chemin, je suis tombé là-dessus. La vidéo d'un type tenant deux magazines. Kennedy Jr., George Magazine, 1997, Le Futur, la tête de Trump, et puis cette jovialité ostentatoire, comme s'il venait de pêcher ses plus belles prises. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est grâce aux informations qu'il m'a fait découvrir, et je veux vous les transmettre. Tout d'abord, il faut savoir que c'est John Kennedy Jr. qui a fondé le magazine George. En 1995, il fondera et sera l'éditeur en chef du magazine, et ce jusqu'à sa disparition 4 ans plus tard dans un accident d'avion en 1999. Le magazine sera ensuite, via sa filiale Hachette, racheté par le groupe Lagardère, qui en arrêtera définitivement la production 2 ans plus tard. Petit détail intéressant, si le magazine de gauche, qui date de février 2000 avec Trump en couverture, peut se dénicher pour quelques centaines de dollars sur le net, celui de droite ne se trouve pas en dessous de 5000 $. Le magazine George. Jusqu'il y a encore quelques mois, j'ignorais complètement son existence. Après quelques recherches, j'ai fini par trouver une version en PDF contenant 18 pages de ce fameux numéro de février 1997. En anglais, bien sûr. Mais avec l'aide de mon amie traductrice, nous en avons traduit une partie et remis en page à l'identique. Et vous pouvez le télécharger en PDF grâce au lien présent dans la description. Alors, qu'y a-t-il de si intéressant dans ce magazine ? Pourquoi suscite-t-il plus d'intérêt auprès des collectionneurs ? Et pourquoi est-il si jovial ? C'est ce qu'on va tenter de découvrir. Le George de février 1997 s'intitule « Guide de survie pour le futur ». La première pensée qui m'est venue, c'est de me dire « Bon, la futurologie, c'est une science plutôt casse-gueule. Ses résultats sont approximatifs et vont varier non seulement en fonction de la quantité d'informations qu'un individu peut avoir sur l'état du monde au moment présent, mais implique aussi que cet individu soit doté d'un esprit de synthèse suffisamment affûté pour en saisir toutes les variables majeures et sous-jacentes, comprendre les influences et les forces qui déterminent le monde vers son futur plus que probable. Kennedy Jr. pouvait-il être un de ceux-là ? Quoi qu'il en soit, nous allons pouvoir juger de ses prédictions, puisqu'à présent, au regard de ce magazine, nous y sommes dans le futur. Bien que pour le moment, je ne sais pas vraiment de quel futur on parle. Est-ce qu'il s'agit du futur de 2010, 2020, 2030, 2050, soyons fous ? Alors voyons ce qu'il en est. Sur la couverture, on y voit une jeune femme dans des habits futuristes. Bon, aujourd'hui en 2020, on pourrait dire rétro-futuriste. Elle nous salue et je trouve qu'elle a un peu l'allure d'une hôtesse de l'air. Au second plan, on peut voir le mont Rushmore, devant lequel Trump a prononcé son discours le 4 juillet dernier. Il n'est pas en entier, il semble penché et enfoncé dans le sol. On y voit la lune, et de l'autre côté, il y a une sorte d'objet qui semble en suspension. Le slogan du magazine, c'est « De la politique, pas comme d'habitude ». Il y a plusieurs gros titres sur cette couverture, et un de ces gros titres a particulièrement retenu mon attention. Bill Gates parle à John Kennedy à propos de Murdoch, d'argent et de domination mondiale. Je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Pour un magazine qui a la prétention de nous guider dans le futur, ça part plutôt pas mal. J'ai commencé à trouver ça très amusant. Mais le titre qui se trouvait plus en dessous allait commencer à rendre la situation assez improbable. Jour de l'accusation, est-ce qu'il arrive à se faire attraper ? À ce moment-là, je commençais presque à entrevoir les raisons qui pouvaient conférer un tel intérêt envers ce magazine. Mais j'étais pas au bout de mes surprises, car les choses allaient devenir encore plus improbables à la lecture de la première page du magazine, la lettre de l'éditeur, John Kennedy Jr. La lettre a pour titre « Audi, peux-tu voir ?» et il commence par une citation de Charles Franklin Kettering. « Nous devrions tous nous préoccuper de l'avenir, car nous devrons y passer le reste de notre vie. » Et il commence son édito. Écoutez les discours de n'importe quel politicien et vous êtes presque assuré d'entendre au moins une référence au futur. Après tout, nous ne semblons pas vouloir élire des politiciens à moins qu'ils n'offrent une vision pleine d'espoir de ce qui nous attend.
Mais lorsque le futur arrive enfin au présent, il ne reproduit généralement rien de ce qui nous a été promis. Alors nous blâmons les gens au pouvoir de nous avoir trompés. Mais nous sommes tous aussi au moins responsables que les politiciens. Parce que nous, les électeurs, établissons les règles du jeu qui nous brûlent. Si vous jouez au bonneto contre quelqu'un qui vous promet de grosses victoires et que vous perdez votre maillot, qui blâmez-vous? Le gars qui vous a arnaqué? Ou vous blâmez-vous d'être assez stupide pour croire que vous alliez gagner? Dans ce numéro, nous avons essayé de donner une image approximative de ce que vous pourriez anticiper dans les années à venir. Du sexe à la guerre, de l'environnement à l'éducation. Afin que vous n'ayez pas à vous fier uniquement aux paroles de ceux qui vous échangent votre vote contre une paire de lunettes roses. Après tout, c'est la nouvelle année. L'inauguration est à peine terminée et c'est l'heure du message de bilan de l'état de l'Union. Si vous êtes comme nous, vous êtes probablement tenté de regarder au-delà du présent prosaïque et d'un mois de février glacial et de vous demander un instant. Que se passe-t-il ensuite? Il y a quelque chose de gluant dans une partie de ce que vous lisez sur l'avenir, car il s'agit généralement de spéculations non étayées par des faits concrets. Donc, dans le guide de survie de ce mois-ci, nous vous expliquons comment 8 problèmes politiques critiques évolueront et quelles personnes effectueront tous ces changements en 2020. Je vous relis ce passage. Dans le guide de survie de ce mois-ci, nous vous expliquons comment 8 problèmes politiques critiques évolueront et quelles personnes effectueront tous ces changements en 2020. C'est écrit 2020. C'est pas écrit 2021 ou 2019. C'est pas marqué aux alentours de 2020, mais bien 2020. Je dois t'avouer qu'à ce moment-là, j'ai eu un petit frisson dans le dos. J'ai presque l'impression de tenir l'almanach de Retour vers le futur. Kennedy Jr., Bill Gates, Hillary Clinton, la domination mondiale, des changements planifiés, dans un magazine qui prétend justement être un guide pour le futur, et pas n'importe lequel, celui de 2020. En plus, on peut maintenant affirmer que le contenu de ce magazine s'adresse bien à nous. Je veux dire, temporellement parlant. Ce message nous est adressé, à nous, habitants de la Terre, en 2020. Et il continue en écrivant. Il n'y a pas de magie dans notre choix d'année, sauf si vous avez à peu près mon âge. Ce serait à peu près le moment où vos chèques de sécurité sociale vont, si nous continuons sur notre cours actuel, rebondir. Et plus loin, il écrit. Dans ce numéro, Edward Tenner, auteur d'un livre récent sur l'effet revanche de la technologie, s'entretient avec Wendell Bell, professeur futuriste à l'université de Yale. Carl Sagan se penche sur le cosmos pour imaginer un monde dont il est le président. Et Bill Gates répond à la question émergente, si toute la politique est locale, que se passe-t-il lorsque nous sommes tous connectés dans le village planétaire? À la fin de sa lettre, il écrit « Nous espérons donc que vous apprécierez la position de George sur le futur. Pourquoi ne pas le mettre quelque part en lieu sûr et le ressortir dans 20 ans? Pour paraphraser un grand homme anglais, il se peut qu'il ne vous donne pas ce que vous voulez, mais peut-être qu'il vous donnera ce dont vous avez besoin. » Cet homme anglais dont parle John Kennedy, c'est Mick Jagger des Rolling Stones. Dont la chanson You Can't Always Get What You Want résonnait en lui et occupait de loin la première place parmi ses chansons favorites. Et c'est grâce à Katie McKeown que l'on connaît cette information. Bien que Katie McKeown fût l'assistante personnelle de Jackie Kennedy après l'assassinat de John Kennedy, elle raconte dans son livre « Ma vie avec la famille Kennedy », publié en 2017, qu'elle était davantage une nounou et une femme de chambre. Mais elle raconte également ceci. La chaîne stéréo était à fond. You Can't Always Get What You Want était un signe certain que John était dans la maison lorsque Simus et moi avons gravi le chemin familier vers la maison du Cap. John avait joué cette chanson des Rolling Stones pendant un bon quart de siècle. La chanson était sa favorite de tous les temps. Est-ce que ce serait pas amusant si la chanson préférée de John était aussi celle choisie par Trump pour clôturer ses rallyes? Attends, est-ce que c'est le cas? God bless you. Merry Christmas. Thank you, Pennsylvania. Thank you. La chanson favorite de Kennedy Jr. est jouée à la fin des rallyes de Donald Trump depuis 2016. Mais j'avais quand même un doute. Peut-être que tout cela n'était que le fruit du hasard. Car après tout, si ça se trouve, Donald Trump et John Kennedy ne se connaissaient même pas. Dites-nous ce que cela fait d'être ici, sachant qu'il y a des photos de Kennedy, John, JFK Jr. Voici donc le bureau présidentiel qui est très connu. Et je peux vous montrer la photo de John avec le panneau juste ici. C'est un panneau. Il n'y avait pas de panneau avant, mais quand Franklin Roosevelt s'est retrouvé derrière ce bureau, il a demandé un panneau.
C'est une photo originale, comme vous pouvez le voir. Et c'est juste là et ça s'ouvre. Et voici John Kennedy, John. C'était un de mes amis. Il se préparait, il allait vendre son magazine George. C'était un vrai ami, un type formidable. Et il allait se lancer en politique. Il aurait été très difficile à battre. Il avait beaucoup de choses pour lui, y compris le physique. On n'est plus censé parler de physique sous la génération Lincoln, mais il avait le physique pour. Alors je te pose la question à toi, jeune entrepreneur. La chanson You Can't Always Get What You Want est-elle un hommage à John Kennedy Jr. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. La BMI et les Rolling Stones avaient d'ailleurs protesté en 2016 contre l'utilisation de la chanson par Donald Trump. Et ils l'ont même menacé de poursuite en juin dernier s'il ne cessait pas d'utiliser cette chanson lors de ses rallyes. Trump ne pliera jamais à ces vaines revendications. Et on peut d'ailleurs constater qu'il utilise toujours la chanson favorite de John pour ses fins de rallye, comme ce fut le cas cette année pour celui de Tulsa en juin dernier, ce qui déclenchera une fois de plus la vindicte médiatique sur le méchant Donald Trump. Mais continuons de parcourir ce magazine et découvrons ensemble l'interview de Bill Gates. Alors, je ne vais pas lire toute l'interview, mais seulement quelques passages intéressants. Je te rappelle d'ailleurs que si tu veux la lire en entier, tu peux la télécharger en description. Et j'ai aussi mis la version originale si tu veux pouvoir vérifier la traduction. Cela commence avec une introduction écrite par John Kennedy Jr. Aux États-Unis, les grandes fortunes sont souvent acquises à grande vitesse. Mais personne n'en a jamais amassé autant et aussi vite que Bill Gates, le cofondateur, président et directeur général de la société Microsoft, âgé de 41 ans. Avec une fortune personnelle de plus de 20 milliards de dollars, Gates préside une société dont la valeur nette, plus de 100 milliards de dollars, est plus de 10 fois supérieure au produit intérieur brut du Zaïre. De plus, son nom est devenu synonyme de révolution de l'information. Sa réussite est d'autant plus étonnante que le jeune Gates était suffisamment sûr de sa vocation en 1975 pour quitter l'université de Harvard en deuxième année et faire équipe avec son ami de lycée Paul Allen pour poser les bases de la société Microsoft. Il est difficile de croire que le calme, la modestie et l'allure enfantine de Gates, à l'opposé de l'entrepreneur stéréotypé de l'époque, a transformé non seulement l'industrie informatique, mais aussi la façon dont des millions de personnes travaillent et communiquent entre elles. Dans le monde des affaires, cependant, certains disent que Microsoft, l'incarnation même de l'entreprise moderne, a adopté les pratiques commerciales prédatrices des mastodontes industriels de la vieille école tels que General Motors ou IBM. Que la position de Microsoft sur le marché des logiciels se rapproche d'un dangereux monopole. En 1995, Microsoft a dû renoncer à son projet de rachat du producteur de logiciels Intuit. Accusé d'enfreindre la législation antitrust, en effet, au cours de mon entretien, la seule occasion qui a troublé l'extérieur placide du président de Microsoft a été lorsque j'ai évoqué cette question. Avec ces logiciels, omniprésents dans les bureaux et les foyers du monde occidental, M. Gates espère maintenant modifier la pratique et la perception du gouvernement. Selon M. Gates, tant que le gouvernement est prêt à embrasser la révolution de l'information, nous pouvons tous nous attendre à ce qu'il devienne plus petit, plus accessible et infiniment plus responsable. Pourtant, certains pensent que la vision de Gates du futur, une démocratie informatisée dans laquelle l'individu libéré par la technologie sera autosuffisant, pourrait facilement mener au scénario prédit par Aldous Huxley dans Brave New World ou dans 1984 de George Orwell. Loin de connecter les gens entre eux, affirment les critiques de Gates, l'ère informatique annoncera une ère d'aliénation sociale. Un monde où tout peut être acquis ou communiqué via son poste de travail et où il sera presque inutile de participer à ce que nous considérons comme la vie civique. Pire encore, il pourrait permettre au gouvernement de s'immiscer plus efficacement dans nos vies. Et voici la première question de John Kennedy. Il y a beaucoup de spéculations ces jours-ci sur la façon dont l'Internet va changer nos vies. Je suis particulièrement intéressé par la façon dont vous pensez qu'il va changer la politique et l'interaction des gens avec le gouvernement. Et Bill Gates répond. Il est possible d'améliorer la politique et la démocratie chaque fois que l'on dispose d'une avancée dans le domaine des technologies de communication. L'Internet est un outil qui vous permet de trouver des informations bien mieux qu'autre chose. Historiquement, la plupart des outils de communication étaient soit radiodiffusés, ce qui signifie que votre matériel devait plaire à des millions et des millions de personnes, soit personnels, et ne pouvait s'adresser qu'à un très petit public. Mais l'Internet permet à un seul individu d'accéder à des informations pratiquement illimitées sur un sujet donné. Kennedy pose la question suivante. Comment cela peut-il améliorer le processus politique ? Et il répond. Eh bien, disons qu'il coupe 5 milliards de dollars d'un programme quelconque. La plupart des gens n'ont pas assez d'expérience pour savoir si c'est une bonne décision ou non. Ils ne connaissent pas les questions politiques clés, les compromis à faire, ou la manière dont ce poste budgétaire particulier a été dépensé dans le passé.
Grâce à l'Internet, vous pouvez non seulement prendre cette nouvelle et la relier à des informations de fond, mais vous pouvez également contacter et trouver d'autres personnes qui s'intéressent à cette question. L'Internet est évolutif en ce sens que si quelque chose attire vraiment votre attention, vous pouvez vous informer et vous impliquer sur le sujet autant que vous le souhaitez. Ce à quoi Kennedy répond. Ainsi, l'une des choses qu'Internet a changé est la dynamique entre les élus et leurs électeurs. Soudain, les gens de Washington ne sont plus les seuls à avoir accès à toutes les informations pertinentes sur une question donnée. Ce à quoi Bill Gates répond. Il est clair que les élus sont désormais plus responsables. Par exemple, s'il y a un vote important au Congrès, je peux rapidement savoir exactement comment mon membre du Congrès a voté, et même ce qu'il ou elle avait à dire. Vous ne pouvez pas obtenir ce niveau d'information détaillée dans un article de presse national. Environ 40% des foyers américains disposent aujourd'hui d'un ordinateur personnel, et ce chiffre est en augmentation. Les implications de ce type de responsabilité sont donc importantes. Kennedy enchaîne. Les électeurs peuvent désormais inonder leurs représentants de données, et non plus l'inverse. Ce à quoi Bill Gates répond. Eh bien, cela doit être assez difficile avec le courrier papier de nos jours, parce que les gens essaient de bombarder le bureau d'un membre du Congrès avec des opinions diverses. Électroniquement, c'est beaucoup plus facile. Les membres du Congrès peuvent utiliser leur courrier électronique comme une sorte de sondage, pour savoir combien de personnes étaient pour quelque chose et combien étaient contre. Kennedy pose la question suivante. Cela ressemble à la notion de démocratie directe de Ross Perot. C'est vers cela que nous nous dirigeons ? Et il répond. À l'avenir, la démocratie directe sera possible. Un exemple extrême serait de dire que, sur une base hebdomadaire, nous traiterons une question et que tout le monde votera pour elle. Mais personnellement, je pense que la démocratie représentative est meilleure. Les représentants élus peuvent être beaucoup plus avisés. Ils ont le temps d'écouter les deux aspects d'un problème et proposent souvent une solution qui n'est pas forcément évidente. À l'avenir, nous devrons choisir la démocratie représentative. Non pas parce que c'est le seul système, mais parce que nous pensons que c'est la meilleure approche disponible. Plus loin, John Kennedy pose la question suivante. Pensez-vous que les gens qui sont disposés à expérimenter la technologie ont une sorte d'orientation ou d'identité politique distincte ? Et il répond. Eh bien, il y a beaucoup de gens impliqués dans la technologie qui sont très optimistes quant à ce que la technologie va apporter. Ils ont tendance à penser qu'il doit y avoir un moyen de structurer les mesures d'incitation de manière à réduire considérablement l'implication du gouvernement. Vous trouverez donc probablement beaucoup plus de libertaires dans le secteur technologique que partout ailleurs. Et Kennedy demande « Qu'en est-il des gens sur Internet ?» Ce à quoi Gates répond « L'Internet s'est suffisamment développé maintenant que vous y trouvez des gens de toutes les tendances politiques. Je pense qu'Internet représente l'avenir. C'est pourquoi vous avez demandé à Bob Dole de donner son adresse de site web dans le cadre d'un débat présidentiel. Tout homme politique veut être associé à l'avenir. Il n'y a aucun pays où je sois allé où les plus grands dirigeants politiques n'étaient pas désireux de s'asseoir et de discuter avec moi. Une partie de cet échange concerne la question légitime de savoir comment leur pays peut exploiter les avancées technologiques, et une autre partie consiste simplement à essayer de s'associer à la technologie et au brillant avenir qui en découle. Plus loin dans l'interview, John pose la question suivante. Sera-t-il possible de préserver notre vie privée dans un monde numérique ? Et Bill répond. La protection de la vie privée est une question très intéressante. Je pense que les gens sont un peu naïfs quant à la quantité de données qui existent aujourd'hui sous forme électronique à leur sujet. Certains pays émettent déjà des cartes à puce sur lesquelles figurent toutes vos données personnelles. Vous les utilisez pour bénéficier de prestations médicales, pour voter, pour vous identifier auprès de la banque, etc. Et John dit « Cela semble orwellien ». Bill répond « Vous savez, le degré de confidentialité accordé à chaque individu sera toujours une décision politique. C'est une décision qui appartient à chaque société. Les États-Unis sont le pays où l'on croit le plus en la vie privée. Donc, le gouvernement n'émettra probablement jamais de carte à puce. En même temps, les attitudes peuvent changer. Si par exemple les États-Unis traversaient une terrible période de terrorisme, les gens pourraient décider de fixer des limites un peu différentes en matière de vie privée. Je vous rappelle que ce magazine est de 1997, et donc je vous laisse méditer sur cette phrase. Plus loin, il y a cette question. Microsoft vient de conclure un partenariat avec NBC pour une chaîne d'information, un site web appelé MSNBC. Vous avez également lancé récemment Slate, un magazine en ligne. Au fur et à mesure que vous vous plongerez dans le monde de l'information, vos propres opinions influenceront-elles le contenu des informations que vous fournissez, comme Rupert Murdoch a fait de la chaîne d'information Fox un antidote à la partialité libérale perçue de la presse existante. Bill Gates répond « Cela ne m'intéresse pas. Je suis surpris que Rupert soit capable de garder des gens de qualité avec cette approche. Je veux dire, c'est très dangereux, et peut-être inapproprié. Il prétend qu'il ne fait que réagir, que le reste de la presse a un parti pris libéral. Personnellement, je ne vois pas ça. » Non, bien sûr, Bill. T'as raison, aucun parti pris de la presse. Bref, je continue. Les gens que vous engagez pour être rédacteurs et écrivains, ils ont leurs propres opinions. C'est leur travail.
Mon travail consiste à diriger une grande entreprise de logiciels. Je fais très attention à garder mes opinions politiques séparées. Pourquoi les garder séparées? Parce que l'alternative est inappropriée. J'ai mes opinions personnelles et puis il y a Microsoft, une entreprise qui s'implique dans très peu de choses politiques. Mes opinions personnelles sont celles que l'on attend de quelqu'un qui a l'impression d'avoir eu beaucoup de chance et que les ressources qu'il a sous sa coupe sont en réalité des ressources de la société. Je dois faire preuve d'ingéniosité dans la manière dont je vais les faire rentrer. Je finance des projets d'éducation, je finance le contrôle de population. Je suis très impliqué dans le programme United Way. Quand j'ai découvert cette phrase et que je l'ai répétée à certains de mes amis et aux gens que je connaissais autour de moi, ils ne m'ont pas cru. Tout simplement. Alors que c'est bien écrit là, noir sur blanc. Mais continuons. John Kennedy pose la question suivante. Puis-je vous demander si vous êtes un démocrate ou un républicain ou un indépendant? Bill Gates répond. C'est une question délicate, car comme je l'ai dit, j'essaie de séparer mes opinions politiques de celles des autres. Je suis allé à un événement où j'ai dit que j'étais un démocrate, et cela a été couvert publiquement. Quand il s'agit de questions sur la façon dont les entreprises sont traitées et gérées, je ne souscrirai pas au point de vue des démocrates. Lorsqu'il s'agit de questions sociales, vous me trouverez du côté des démocrates. Comment l'immensité de votre richesse affecte-t-elle votre vie? Il répond. C'est une chose très étrange. Je pense qu'il est inhabituel qu'une personne puisse avoir autant d'argent. Cela vous semble étrange? Oh, très. Vous plaisantez? Quelqu'un qui a autant d'argent a une mainmise sur les ressources de la société. À mon avis, tout dépend de la façon dont on l'utilise. Je m'arrête là pour l'interview de Bill Gates. Ailleurs dans le magazine, on découvre cette double page avec écrit en très gros « Plateforme 2020 ». Le texte dit « Aucun politicien n'a jamais perdu un vote en invoquant l'avenir. Vous savez, nos enfants en méritent un meilleur. Et Bill Clinton est en train de construire un pont vers un avenir plus brillant. » Il s'agit là d'une petite touche d'ironie de la part de John, faisant référence au slogan de Bill Clinton, Bridge to Future, qu'il a utilisé pour l'élection de 1996. Je continue. C'est le mot le plus utilisé dans le lexique politique, mais les détails sont, comme d'habitude, rares. Que nous réserve l'avenir? Un nouveau monde de promesses ou d'apocalypse? Nous avons lancé une mission de découverte vers le prochain millénaire, pour découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors attachez votre ceinture et tenez-vous bien, alors que George entre dans la distorsion temporelle et réapparaît en l'an 2020. J'espère que ce premier épisode t'aura plu, que t'as appris des choses tout en passant un bon moment. Il y en aura d'autres, alors abonne-toi, active la cloche des notifications et surtout le plus important, n'oublie pas de partager. À très bientôt.